Tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de l'influence sociale, des mécanismes de l'influence. Donc dans notre société il y a des influenceurs partout, les youtubeurs, les instagrammeurs, tout le monde est influenceur. Yeah. Mais c'est quoi l'influence? Comment ça marche? D'où ça naît? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et quand est-ce que ça a commencé? Donc dans cette vidéo je vais vous parler donc, de l'influence en sciences sociales et je vais vous parler des grandes études sur l'influence qui ont marqué les sciences sociales. Je vais vous montrer aussi la cohérence ensemble, parce que très souvent, on vous présente ces études, c'est des études, ces expériences, de manière séparée. Donc là, je vais essayer de faire un package et vous montrer un petit peu la complexité de tout ça. On va parler de différentes expérimentations qui sont arrivées. Je vais vous en présenter 5. Ouais, c'est ça, 5. On va parler de Salomon Asch, qui parle de la conformité. On va parler de Stanley Milgram, qui parle de la soumission à l'autorité. On va parler de Alfred Bandura. On va parler de Philippe Zimbardo. Désolé, aujourd'hui je vais écorcher plein de noms. Et finalement, on va parler de John Daley et de Bid Latané, qui ont fait le célèbre cas Kitty Genovese. Pourquoi je vous présente tout ça dans un blog? Parce que j'aimerais vous montrer qu'il y a une cohérence en fait et qu'il y avait à l'époque, donc on parle des années 50 jusqu'aux années 70, c'est là où ça a le plus explosé et puis c'est là aussi que ça a mis de l'avant les sciences humaines. Je dois avouer qu'en fait si les sciences humaines sont aussi importantes, c'est parce que ces expériences aussi ont mis beaucoup de l'avant les disciplines des sciences humaines, autant sociologiques que psychologiques et puis psychosociologiques bien sûr, anthropologiques et ethnologiques. Mais c'est de montrer comment ces gens-là, après en fait, la Seconde Guerre mondiale, vont mettre vraiment l'emphase sur comment fonctionne l'influence humaine des groupes, des individus les uns sur les autres. Bien sûr, tout ça vient entre autres du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'extermination des Juifs, donc avec la Shoah. Et donc on va essayer de comprendre aussi beaucoup comment a fonctionné le mécanisme d'organisation et d'obéissance autour de l'extermination des Juifs. Ça va être le cœur de tout ça, mais ça évolue aussi dans le temps. Donc influenceur, tout le monde influence. C'est quoi l'influence? C'est quoi cette question? Pendant très longtemps, nos ancêtres, ils parlaient d'influence surtout pour parler de l'espace. Et ils parlaient de l'influence d'un astre sur un autre, donc une planète, un astéroïde, et quels étaient les effets dans le ciel, mais aussi les effets sur nous. Donc en astrologie, on a encore l'héritage de ça, et on dit il y a l'influence de la Lune, de Vénus, qui fait que cette semaine, ou la semaine prochaine, ou celle d'après, ou celle encore d'après, tu vas tomber amoureux. Qui fait que tout ça joue. Donc vous le savez, vous avez sûrement déjà, et moi j'entends souvent parler de la question d'influence, justement à cause des réseaux sociaux, et on se doute bien que l'influence, c'est une question qui rejoue beaucoup les effets en fait. On cherche à comprendre quels sont les effets. Et comme la Lune a un effet sur moi, cet effet-là, il est invisible. Inodore, incolore, ça n'a pas de goût. Il est où l'effet de la Lune? Pourtant, il y a un effet. Et ce que les sciences sociales vous montrer, psychosocial aussi, psychologique, et puis beaucoup de sciences humaines vous montrer, c'est qu'il y a bien un effet des groupes et il y a bien un effet des individus, sauf qu'il est invisible. Et c'est ça qu'on va essayer de saisir. Ça sert à ça l'expérimentation, c'est à rendre visible ce qui n'est pas visible. Donc, c'est un pouvoir, l'influence, c'est un pouvoir social. On cherche à faire quelque chose, donc c'est souvent changer un comportement, bien sûr, à quelqu'un de manière non brutale, non violente. Il y a une forme de volontarisme en fait. Il y a une forme de soumission volontaire à tout ça. Comme on disait déjà la Boétie, il disait soumission volontaire, je pense. Donc il y a une soumission volontaire à cette influence. On accepte de se comporter de telle manière à cause de cette influence. Donc, on le sait, les pays peuvent avoir une influence sur un autre pays, que ce soit culturellement ou que ce soit économiquement. Par exemple, moi au Canada, mon pays est très influencé par les États-Unis, que ce soit pour la langue, que ce soit pour la culture, il y a plein de choses. Il y a une influence américaine très importante, états-unienne en fait pour être plus précis. Mais il y a aussi des groupes, il y a des gens, des lobbies qui ont une influence sur la politique. Donc ça peut être les écologistes,
des écologistes influencent, c'est des lobbies, ils influencent le pays. Après, ça peut être dans la famille. Mon père influence la manière dont je travaille. Après, ça peut être encore plus subtil. La science-fiction influence la manière dont je pense. Ça, c'est vraiment particulier. Puis finalement, il peut aussi avoir un effet direct, concret. Les vitamines influencent ma santé. Il y a un truc, on va virer les vitamines, mais il y a un truc qui est intéressant dans tout ce que je vous ai présenté, c'est qu'il y a une influence, mais elle n'est pas directe. Si je mets deux aimants l'un à côté de l'autre, ils vont s'influencer, ils vont s'attirer, ok ? Mais que ce soit ma religion, ou ma position politique, ou ma culture, elle m'influence, mais elle n'est pas dans la même pièce que moi. Ou mes parents, ils influencent la manière dont je vais travailler à l'école, par exemple. Ils n'ont pas besoin d'être en classe avec moi pour avoir une influence. Donc, quand on le pense en termes sociaux, un peu comme les astres, c'est ça qui est drôle avec les parallèles à faire, il y a une influence avec une distance. Donc, très souvent, quand on parle d'influence dans le milieu social, on va prendre en compte cette notion de distance. Et quand c'est par exemple culturel, on va dire qu'elle est intégrée, elle est inconsciente et intégrée. Alors, et ça, c'est super intéressant de voir après comment on peut l'utiliser dans d'autres manières de penser le groupe. Assez parlé d'introduction, on va entrer dans le vif du sujet. Commençons par qui ? Salomon. J'aime bien Salomon Asch. Je trouve ça mignon comme nom. Donc, Asch, il a une très bonne idée. Il se dit, je vais faire une expérimentation simple. Je vais prendre sur une carte un bâton, plus grand, un grand trait noir qui va représenter un bâton. Puis sur une autre carte, je vais mettre 3 bâtons de taille différente. Et je vais m'arranger pour que le bâton sur la première carte soit toujours plus grand que les autres. Toujours. Tu ne peux pas te tromper. Le piège est là. Le piège est que c'est impossible de se tromper. Donc il fait rentrer dans la salle et puis il dit « Ok, quel est le bâton le plus grand ?» Tout le monde a 100% raison quand il est tout seul dans la salle. Et puis là, dans son esprit tordu de scientifique, parce que on va se dire une chose, les scientifiques que je vais vous présenter là, c'est pas mal du tordu. On parle pas de scientifiques fous, mais il faut quand même avoir une petite coche au cerveau quand même. Et ce qu'il fait, il fait, ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer 8 personnes avec le gars, et on va refaire l'exercice. Et je vais dire aux 8 personnes qui rentrent avec le gars de désigner une seule réponse. Donc je vais dire, il y a un bâton sur la carte 1, sur l'autre bâton, il y a 4 bâtons, A, B, C, et je vais dire aux 8 autres de dire que c'est la A, la bonne, malgré le fait que ça te prouve techniquement, tu prends les cartes, tu les mets à côté, ça te prouve techniquement que la première est forcément plus grande. Ce qui se passe, c'est que, en fait, dans les 40%, après ça change selon les études qu'il fait, mais dans les alentours de 40%, 40% des gens vont se conformer au groupe. Si le groupe dit c'est A qui est plus grand, malgré le fait que ton bâton est plus grand, les gens vont dire oui. Ils ne vont pas s'opposer au groupe. Ils ont peur de l'exclusion du groupe. C'est normal. On est des animaux sociaux. Il dit, heureusement, ça se calme un peu plus. À 70%, parce qu'on fait plusieurs fois l'exercice, donc vous voyez plusieurs cartes différentes, à 70%, les gens ont tendance à accepter et puis de temps en temps à résister. Puis finalement, il y a très 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 peu de monde qui vont à l'opposition du groupe. Ils existent. Si vous êtes au travail ou en classe, il y en a toujours un ou une. Il y en a toujours un qui ne veut pas qu'on fasse comme tout le monde veut qu'on fasse. Il s'oppose. Et en fait, merci beaucoup de vous opposer parce que c'est ça qui permet d'éviter qu'on soit tous des moutons. Donc il y a une forme de résistance aussi au pouvoir, comme disait Foucault, quand il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Mais Salomon dit quand même, il y a quand même une grande partie de personnes, si on leur dit que c'est rouge alors que tu vois vert, et que tout le monde dit c'est rouge, tu vas dire c'est rouge. Donc la conformité. Plus tard sur Internet, vous verrez aussi d'autres expérimentations qui ressemblent. C'est par exemple des gens qui se mettent dos dans un ascenseur, donc la porte est derrière. Quand vous rentrez dans l'ascenseur, naturellement, vous arrivez à vous retourner et puis vous mettre. Et aussi une autre expérimentation, c'est des gens qui se lèvent quand il y a un son qui sonne. Le son qui sonne, c'est ce qu'on nous apprend à l'école.
Il y a quoi? Il y a la personne qui montre aussi ou qui regarde en haut d'un building et tout le monde qui se met à regarder en haut d'un building parce qu'ils sont plusieurs à le faire. Donc on a plein d'inconformités. Ce qui est normal, on est des animaux sociaux. Donc dans les années 50, et donc ça peut poser et ça donne un petit peu quelques pistes de réflexion autour de ce qui s'est passé avec le nazisme. Si plein de gens disent que le nazisme c'est bien, il y aura beaucoup plus de gens qui disent que le nazisme c'est bien à cause du groupe. J'ai choisi le nazisme, mais il y a plein d'autres groupes qui peuvent fonctionner, il y a des sectes, il y a plein de groupes. Donc Salomon. Maintenant on va parler de la superstar, le summum. Le gars qui a mis les sciences humaines quand même vraiment de l'avant. Je parle de Stanley Milgram. Stanley Milgram, lui aussi, très intéressé aux nazis, il s'est posé la question de, surtout en regardant ce qui s'est passé à travers les procès des nazis, il dit une des choses qui revenait tout le temps dans la défense des soldats ou des gens qui ont participé à l'extermination, c'était « c'est pas de ma faute, je n'ai fait qu'obéir aux ordres ». Ça a été repris par Hannah Arendt sur le procès d'Eichmann, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos là-dessus. Donc, ce que fait Stanley Milgram, qui a aussi un pet au câble, un pet au cerveau, il dit, je vais mettre un étudiant dans une salle, je vais le brancher électriquement et je vais dire à un autre gars d'appuyer sur un bouton pour l'électrocuter. Qui a ce genre d'idée? Hein? Bon. Et cette expérience a super bien fonctionné. Vous verrez plein de vidéos sur YouTube. Il y a aussi, ça a été repris en télé-réalité, je pense, en Angleterre ou aux États-Unis. Enfin bref, c'est parti très loin. Et donc, c'est la question de l'autorité. Alors, très rapidement, l'expérience, c'est il fait venir des gens qui ont répondu à des petites annonces qu'il a mis. Il les met devant une machine. Cette machine envoie un coup électrique dans une autre salle à côté où la personne qui envoie le choc électrique on va l'appeler le bourreau, c'est le plus simple. Le bourreau peut entendre la victime. Bien sûr, aucun choc électrique n'est envoyé aux étudiants, mais il y a un acteur qui joue, enfin un étudiant qui joue la souffrance. L'idée, c'est que l'étudiant apprend une liste de mots et l'autre ensuite vérifie puis lui met des coups d'électricité. Comme c'est une expérience biaisée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'acteur faisait semblant, la victime faisait semblant de se tromper tout le temps. Puis à chaque fois, on augmente le voltage, on augmente, jusqu'à ce que ça soit dangereux. Et Milgram voulait voir jusqu'où on pouvait pousser ça. Donc il a créé différentes expérimentations là-dessus. Il a changé les variables et puis ça a donné plusieurs résultats que je vais vous décrire tout de suite. Donc ce qui se passe, c'est qu'aussi à côté de la personne qui envoie l'électricité, il y avait un scientifique, quelqu'un déguisé en scientifique, qui disait « Continuez, allez-y, on en a besoin pour l'expérience ». Donc une autorité qui légitimait le comportement du gars. Ce que Milgram montre, et il y a eu différentes variables de l'expérience de Milgram dans d'autres pays, etc., c'est qu'aux alentours de 60% des gens vont jusqu'à la dose dangereuse s'ils sont accompagnés par une autorité. Il faut savoir qu'un scientifique s'est habillé en blanc, la blouse, on est dans les années 70, je pense. Ouais, 70. On est dans les années 70, donc un scientifique, c'est quelque chose. Ils viennent d'aller sur la Lune, ça représente quand même une autorité importante. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout, en fait. C'est lambda, le scientifique. Donc, ça avait encore une belle aura et puis ça avait une importance dans cette société-là. Donc, ça va jusqu'à 60% des gens qui vont pousser le bouton jusqu'au bout. Et ce que dit Milgram, c'est que les gens ne sont pas naturellement méchants. La majorité des gens même étaient désolés de devoir torturer. Et on le voit dans les vidéos, ils souffrent même quand c'est eux qui doivent envoyer l'électricité. Et malgré le fait qu'ils souffrent pour le faire, ils le font quand même, ils le sont poussés quand même. Il y a plusieurs autres variantes que Milgram a montrées. Il dit que si jamais vous êtes dans la même salle, s'il met le bourreau et la victime dans la même salle, là, l'obéissance ne fonctionne quasiment pas. Là, ça descend vraiment très très bas. Là, les gens résistent énormément quand ils sont vraiment face à la nature de la souffrance humaine. Et il y a une autre de Milgram qui montre l'inverse, qui est pire, c'est que si vous êtes le bourreau et que vous dites à quelqu'un d'autre d'être le bourreau à votre place, donc qui appuie au bouton, donc qui lui envoie l'électricité pour vous, alors qu'il y a un scientifique qui demande à vous de demander au bourreau, ça commence à devenir compliqué, d'envoyer l'électricité à la victime, là ça monte à 90%. Donc il y a une déresponsabilité et une soumission à l'autorité parce que
Déjà, il y a le scientifique, mais il y a le bourreau qui est d'accord, donc il y a un effet de groupe. Ça, c'est l'expérience la plus célèbre, elle est dans tous les livres, c'est un basique en sciences humaines, quoi. Je veux dire, vous allez tomber dessus tout le temps. Alfred Bandura, sacré Alfred. Alfred, lui, on va pas l'aimer déjà. Déjà, on va pas l'aimer parce qu'Alfred, il a été en croisade contre la télévision. Les archétypes et les stéréotypes à propos du fait que la télévision, les jeux vidéo rendent violentes, c'est à cause de ce mec-là. Alors, quelle idée il a eue? Il a dit, je vais prendre des enfants, il a pris 2 groupes d'enfants, il les a mis dans 2 salles différentes, il les a mis dans 2 télés différentes. Sur une des vidéos, il a mis un adulte qui maltraitait une poupée. Sur l'autre, il a mis un adulte qui était gentil avec la poupée. Puis ensuite, il a observé les enfants pour voir comment ils se comportaient avec la poupée. Ce qui s'est passé, ce que montre l'étude, c'est que les enfants qui ont vu la poupée se faire maltraiter ont tendance à maltraiter la poupée après. Il y a une influence directe par l'apprentissage parce qu'on passe par l'imitation et cette imitation passe par des modèles. Et donc si on a l'habitude ou si nos modèles se comportent d'une certaine manière, on aura tendance à le faire. Alors c'est un raccourci que je fais là, mais par exemple on dit, et je vais mettre tout de suite au clair tout ça, les enfants maltraités ne maltraitent pas leurs enfants, pas forcément, il y a des cas, mais c'est pas un automatisme là. Ni les enfants d'alcooliques sont alcooliques, c'est pas du tout des automatismes. Mais c'est sûr que ça a une influence. Des enfants qui ont vu leurs parents être violents ont tendance à être plus violents. Donc c'est comme ça que montre l'influence selon Alfred. Maintenant, je vais vous parler très rapidement de Philippe Zimbardo. Lui, il a lu tout ça et dans les années 70, je pense que ça doit être 72, à l'université de Stanford, on l'appelle le Stanford Effect, il a une idée. Encore une fois, un prof qui a beaucoup d'imagination. Il se dit, je vais créer une fausse prison. Dans cette fausse prison, je vais mettre des gardiens, je vais mettre des prisonniers. On va prendre des volontaires, on va prendre des étudiants. Il prend des étudiants, il les découpe en 2 groupes, donc les prisonniers puis les gardiens de prison. Puis regarde comment ça se passe. Bien sûr, ayant lu les 2 autres avant, il s'attendait bien à ce que ça parte en cacahuète, pour bien parler. Donc, très rapidement, les étudiants déguisés en gardiens se sont mis à humilier, voire à être violents avec les étudiants qui étaient déguisés en prisonniers. Et c'est tellement parti loin qu'au bout d'1 semaine, ils ont dû arrêter l'expérience. Et je pense même que le professeur a été... je pense même que Philippe a eu un jugement, je pense que oui. Si vous avez vu le film qui s'appelle The Experiment, avec le gars qui joue le pianiste, normalement vous allez voir un petit peu cet effet fonctionner. Ce que essaye de montrer Philippe Zimbardo, c'est il a un livre qui s'appelle L'effet Lucifer, je pense que c'est ça. Ouais, L'effet Lucifer, et il dit que quand on met quelqu'un dans une position d'autorité, dans un cadre spécifique, le rôle va prendre le dessus sur la personnalité et l'agressivité va prendre le dessus. Il décrit ce truc-là pour ce qui s'est passé par exemple dans les prisons en Irak. Donc il y a eu des tortures qui ont été faites sur les prisonniers irakiens, parce que justement, qui ont été très loin, on a vu des photos, des vidéos, qui ont été très loin parce que justement des gens ont été mis dans ces positions de pouvoir qui les corrompt. Qui reprend un peu l'idée de la notion de 1000 grammes en fait. Et finalement, j'aimerais vous parler de John Darley et Bid Lattaney, qui eux se sont intéressés à un fait divers qui est arrivé en 1962. Donc il y a une jeune fille qui a été violée et tuée, qui s'appelle Kitty Genovice. C'est ça, Genovice. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les journaux racontent que 38 personnes ont été témoins en fait, de ce viol et de ce meurtre et que personne n'est intervenu. Ça va amener à un effet qu'on connaît, qui s'appelle l'effet de témoin. Si vous faites du secourisme ou des choses comme ça, ou si vous voulez aider quelqu'un dans la rue, vous verrez que plus il y a de monde, moins de personnes interagissent parce que tout le monde pense qu'un autre va interagir à notre place, va venir aider à notre place. Cette étude de cas est extrêmement intéressante parce que plus tard, on a démontré qu'elle était fausse. Donc on a un vrai effet, donc l'effet témoin existe vraiment, mais il est venu d'une fausse étude de cas.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que d'autres scientifiques se sont intéressés à ce cas-là, ils ont remonté l'enquête, ils se sont aperçus qu'en réalité, il y avait 12 personnes qui ont été témoins concrètes du cri de la jeune fille qui s'est fait attaquer et violer, qu'en plus, quelqu'un est intervenu, il a crié à la fenêtre de la laisser tranquille, que l'assassin de Katie l'a emmené beaucoup plus loin dans un endroit plus isolé, qu'il a fait des allers-retours, que finalement il l'a poignardé, que personne ne l'a vu se faire poignarder parce qu'en fait ils étaient collés, donc il a dû lui mettre un coup de couteau de manière discrète. Donc tout ça a montré qu'en fait cette étude de cas, en fait pas cette étude de cas, mais ce qui a été construit par les journalistes autour de ce fait divers est faux. Ce que voulaient montrer donc on voit que l'effet témoin existe malgré le fait que l'étude de cas elle est fausse. Mais l'effet témoin existe vraiment. Il y a plusieurs situations où justement des gens n'interviennent pas parce qu'ils pensent que les autres vont intervenir. Voilà, je vous ai présenté 5 études, 5 expérimentations qui sont le cœur même des sciences sociales, qui les ont poussées aujourd'hui à être aussi célèbres. Comme je dis, vous allez trouver plein de vidéos là-dessus sur Internet si vous les regardez séparément. Je voulais vous montrer comment l'influence peut être pensée de différentes manières, de différents angles, de vous montrer que c'est quelque chose de complexe, que parfois il y a du conformisme, que parfois il y a de l'imitation, que parfois il y a de la soumission à l'autorité, que parfois il y a juste un débordement du pouvoir et de la violence qui sommeille en nous, parfois dans certains rôles. D'autres fois qu'il y a un manque d'intervention parce que justement le groupe nous bloque. C'est super intéressant parce que d'un côté on a l'effet du groupe qui nous force à faire quelque chose, puis des fois c'est l'inverse, l'effet du groupe qui nous empêche de faire quelque chose. Donc l'influence c'est extrêmement complexe et c'est compliqué de parler de la notion d'influence. C'est une notion qui est encore travaillée, c'est une notion, il y a plein d'études dessus, il y a d'autres chercheurs qui font évoluer tout ça. Et encore une fois, on ne sait pas trop comment ça marche. Et c'est extrêmement utilisé, on le voit dans le marketing, on le voit comme je le disais avec les influenceurs, avec les Instagrammeurs. Pour la vente, on sait qu'il y a des effets de vente. On sait que quand une star rentre dans un restaurant, tout le monde va aller au restaurant, il y a une influence. Quand une star achète un certain type de montre ou de chaussures, d'ailleurs le marketing dépense énormément d'argent, il y a des effets d'imitation, il y a des effets de conformisme. Un enfant aujourd'hui à l'école doit... je vais dire entre 11 et 12 ans, mais je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas trop, doit avoir un téléphone portable. On voit tous ces effets exister, on voit ces effets coexister, et on cherche encore à les comprendre. Donc j'espère que ces petites visites des mécanismes de l'influence vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, et puis si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous répondre. À très bientôt.